Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'immobilier en Israël. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique autour de la date de remise du bien lors d'une vente d'un appartement ou d'une maison. Parlons maintenant des appartements de deuxième main, pas des appartements neufs, des appartements qui sont vendus et achetés par des particuliers ou des sociétés, peu importe, mais des appartements dits existants. Alors, lors des discussions précédant la mise en relation des avocats et des parties, les trois éléments essentiels discutés par les vendeurs et les acheteurs d'un bien immobilier sont les suivants. Le prix, évidemment, les modalités de paiement et la date de remise du bien. En dépit de ce que l'on pourrait penser, le prix n'est pas toujours l'élément déterminant. Il arrive souvent qu'un accord sur la date de remise du bien soit l'élément déclencheur de la transaction ou à l'inverse, la cause de l'échec des négociations. Alors, quels sont les types de problématiques rencontrées autour de la date de remise du bien et quelles sont les solutions envisageables pour sortir de l'impasse du bien? Alors, quelles sont les données du problème? La signature du contrat de vente accompagnée du premier paiement n'est pas concomitante avec la remise du bien. En Israël, je le rappelle, le contrat qui est signé est un contrat définitif. Ça signifie que ce n'est pas un compromis avec des conditions suspensives. C'est un contrat définitif, mais c'est un contrat qui va avoir une période d'exécution de quelques semaines, quelques mois, selon ce qui est convenu entre les parties. On paye une première partie lors de la signature, puis plusieurs échéances ou parfois aucune échéance, mais en tout cas le solde est payé à la remise du bien dans le délai prévu au contrat. Ce délai, en général, je dirais, en moyenne, ce qu'on trouve, c'est surtout, par exemple, 2, 3, 4, 6 mois. Ça peut être plus et ça peut être moins. Mais en général, disons, entre 3 et 6 mois pour obtenir la possession du bien. Pendant ce temps-là, le vendeur occupe encore ou a la possession de ce bien, s'il est loué par exemple, peu importe. L'acquéreur a payé une partie du prix, mais il n'a toujours pas la possession du bien, nous l'avons compris. Pendant cette période-là, les 2 avocats, partie acheteur, partie vendeur, ont des missions comme récupérer des documents fiscaux de la part des autorités fiscales et municipales à remettre à l'avocat de l'acquéreur pour que celui-ci, puisse attester de la possibilité d'inscrire ce bien à terme. D'un autre côté, l'acquéreur, lui, doit se reloger s'il doit sortir, si c'est un particulier qui habite l'appartement et pour autant, s'il se reloge et qu'il achète, il a lui-même une autre équation à résoudre, celle des conditions convenues avec son propre, vendeur. En gros, on va se trouver dans une chaîne où, il faut pouvoir payer dans les bons délais pour le premier acquéreur, libérer l'appartement pour le premier vendeur, mais en même temps utiliser les fonds qu'on reçoit du premier acheteur pour payer son prochain vendeur et ainsi de suite. Donc, si on mêle à cela des contraintes, on va dire, d'école ou, de présence en Israël ou, personnelle de manière plus large, ça peut être assez compliqué. Quelles sont les problématiques rencontrées de manière courante? Comme on vient de l'évoquer, les raisons familiales. Et alors, dans ce cas-là, elles jouent dans les 2 sens, vendeur et acheteur. Comme on l'a dit, quand ça concerne des familles avec enfants, dans des zones, par exemple, familiales, qui sont où les enfants sont scolarisés, il est beaucoup plus simple de déménager en été. C'est pour cela qu'en Israël, on a une saisonnalité des transactions. En général et en tout cas avant le corona qui a un petit peu, on va dire brouillé, la saisonnalité des transactions, les périodes, actives en termes de recherche et d'acquisition se situent autour de Pessah, avril, mai, juin, juillet et les déménagements en été. En tout cas, les remises de biens en été. Cela ne constitue absolument pas une règle, mais c'est, on va dire, une moyenne. D'autres raisons qui peuvent, on va dire, intervenir sur la date de livraison souhaitée par les parties, c'est des raisons logistiques. On l'a évoqué précédemment, tout vendeur est potentiellement acheteur et tout acheteur est potentiellement vendeur. Cela signifie qu'il faut, on va dire, harmoniser des chaînes de transactions avec
des contraintes financières, des contraintes personnelles, parfois de multipartites. Ça ne se résume pas à simplement 2 acteurs et cela d'autant plus qu'il y a des coûts inutiles qu'il faut, heu, éviter, à savoir payer un loyer sans occuper l'ancien appartement, par exemple. Si le contrat de location en cours de l'acheteur se termine à une date précise, mais qu'il reçoit son appartement acheté plus tôt et qu'il n'a pas réussi à relouer son appartement, il va devoir payer des loyers dans un appartement qu'il va quitter. De la même manière pour l'acquéreur, pour le vendeur, il va remettre son bien, mais peut-être que celui qui l'a acheté pour son prochain, logement a déjà été livré. Donc il se retrouve à un moment donné avec 2 biens. Alors, ce que j'ai l'habitude de dire aux clients avec qui on essaye d'optimiser tout ça, selon de quel côté je me trouve ou même tout simplement pour, faciliter les transactions. Évidemment, on ne peut pas, exiger, je dirais plutôt, on peut l'exiger, mais il faut être aussi réaliste. On doit, dans une décision aussi importante que l'acquisition et un déménagement, dans des transactions, on va dire, aussi lourdes de conséquences dans la vie, de chacun, on n'achète pas tous les jours et on déménage pas tous les jours. Ce qui fait que si on voit ça de manière globale, perdre une affaire ou alors l'appartement qui nous convient parce qu'on va être bloqué sur 3 loyers, ça a parfois pas trop de sens. Encore une fois, chaque shekel est important et si ce n'est pas réalisable parce que ces 3 loyers mettent en danger, l'économie générale du deal, d'accord. Mais si c'est une question d'économie, alors, on ne pourra pas forcément trouver, les parties, vendeurs ou acheteurs qui seront exactement dans nos contraintes et si c'est le cas, tant mieux. Troisième type de raison, qui amène, les parties à exiger telle date de remise du bien, ce sont des raisons financières. Alors, comme on l'a dit, la remise du bien signifie pour l'acquéreur l'obligation de payer l'intégralité du prix, enfin le solde qui reste à la remise du bien. Dans tous les cas où un prêt est souscrit pour l'acquisition du bien, la date de remise du bien doit coïncider avec l'obtention des fonds de la banque. D'autant plus qu'en Israël, le prêt est concrètement obtenu après la signature du contrat définitif. Ce sera l'objet d'un autre épisode du podcast où on expliquera comment obtenir et quand obtenir un accord de crédit. Le contrat est signé, le crédit est validé postérieurement à la signature du contrat au départ et la libération des fonds se fera au fur et à mesure des nécessités. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fonds du crédit n'interviennent seulement après l'épuisement des fonds propres prévus pour l'acquisition de ce bien. Exemple concret pour comprendre, si je fais une acquisition de 2 millions de shekels et que je dis à la banque que j'apporte 1 million de shekels et que la banque me prêtera donc 1 million de shekels, lorsque je signe mon contrat avec, le vendeur pour lui acheter son bien, je vais verser par exemple 500 000 shekels, puis au deuxième paiement 500 000 shekels. Ces 500 000 shekels, les deuxièmes, doivent venir d'abord des fonds propres. Ce n'est que lorsque j'aurai payé la totalité des fonds propres prévus, c'est-à-dire 1 million de shekels, que les échéances à venir seront puisées sur le crédit immobilier. En gros, je dois d'abord mettre les premiers deniers et la banque, une fois mes deniers investis dans le bien immobilier, complétera la somme, sur le montant, du crédit prévu, au départ. Alors revenons maintenant sur quelques cas, on va dire, courants. Le premier cas, c'est le cas d'un vendeur qui souhaite rester le plus longtemps possible dans le bien qu'il vend. Cela va sans dire que la date de remise du bien joue aussi sur le prix. Un vendeur qui peut livrer le bien rapidement, à supposer bien sûr que l'acquéreur soit intéressé, mais un vendeur qui peut remettre le bien rapidement sera plus à même d'exiger un prix plus élevé que celui qui veut rester encore 1 an dans l'appartement. La présence d'un appartement correspond au moins à la valeur du loyer et donc il sera un petit peu obligé de transiger sur le prix, sachant en plus que l'acquéreur aura déjà mis des fonds et que sur ces fonds, il n'aura pas de rentabilité. Donc s'il vient à la signature avec 500 000 shekels sur un appartement de 2 millions de shekels et que l'appartement est livré 1 an plus tard, pendant 1 an au moins, les 500 000 shekels payés, n'auront pas de rentabilité
je veux dire, c'est une perte entre guillemets «financière» et donc le prix de l'appartement peut être négocié, on va dire inférieur à, au même appartement qui aurait été livré 2 mois plus tard. Ça s'appelle, on va dire, l'immobilisation des fonds que l'acquéreur met dans l'appartement à la signature et pendant les échéances qui suivent jusqu'à l'obtention de l'appartement lui-même. Y compris même parfois pour le crédit. Si les sommes payées proviennent du crédit, en théorie, l'acquéreur doit commencer à payer des remboursements. Il existe une solution qui s'appelle ce qu'on appelle une grâce, où les remboursements du crédit seront suspendus jusqu'à l'obtention du bien, pour éviter à l'acquéreur d'avoir à payer à la fois soit un loyer, soit un autre crédit sur l'appartement qu'il habite encore, et le crédit sur les fonds qu'il a commencé à mettre dans son nouvel appartement, alors qu'il n'a pas encore obtenu les clés. Alors dans ce cas-là, lorsqu'un vendeur souhaite rester le plus longtemps dans l'appartement, il peut y avoir une solution, c'est de prévoir le paiement de la totalité du prix dans un délai, raisonnable. Donc, par exemple, dans le cas que je citais, pas 1 an, mais au bout de, par exemple, 3 mois. L'acquéreur va payer à la signature et puis au bout de 3 mois, il va solder tout le prix de l'appartement. Cet appartement devient donc sa propriété, mais il est encore habité par le vendeur, l'ancien vendeur. À ce moment-là, le vendeur, en tant qu'occupant de l'appartement, devient «locataire» entre guillemets et de ce fait-là, il devra payer donc un loyer à l'acquéreur. Alors le montage financier, le prix de départ et le loyer, on peut encore, je veux dire, jouer là-dessus, payer un prix inférieur, mais pouvoir rester après, payer la totalité, ce qui permet quand même à l'acquéreur de payer sa totalité. Parfois, c'est intéressant lorsque le crédit, les taux montent par exemple, c'est plus intéressant de, solder le prix de l'appartement et de garder le vendeur comme locataire parce que le crédit a été, fixé à une date, précise et puis, si les taux montent et ça permet de s'en protéger. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles c'est intéressant de payer la totalité du prix. Ça peut être aussi parce que l'acquéreur a vendu un bien et que son argent est aujourd'hui, on va dire, en liquide, et qui préfère encore l'investir directement dans l'appartement. Autre cas concernant la date de remise du bien, imaginons que l'une des parties ou les 2 ne soient pas en mesure, au moment de la signature du contrat, de donner une date précise. Par exemple, un acquéreur doit recevoir des fonds, mais il sait que ça s'arrivera entre avril et mai, mais il ne peut pas s'engager sur une date précise ou au contraire, le vendeur lui-même attendant un appartement qui se construit, qui devrait être livré dans un certain délai, mais étant donné que ça dépend de son propre promoteur qui est constructeur qui est en train de le construire, il peut y avoir du retard et il veut éviter absolument à devoir rendre son appartement vendu et aller en location pour enfin rentrer dans son appartement neuf. Donc, dans le cas où les 2 parties sont d'accord de mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de flexibilité, à ce moment-là, c'est tout à fait possible d'écrire dans le contrat que l'une des parties, pourra notifier l'autre à partir du moment où elle sait quand est-ce qu'elle peut livrer l'appartement et que l'autre partie sera en mesure, d'accepter sous condition que ce soit entre telle et telle date et que lui-même puisse organiser, ainsi de suite. Dans tous les cas, la question de la date de remise du bien, vous l'avez compris, elle doit être abordée au plus tôt dans la négociation. Souvent, les agents immobiliers ont un rôle important à jouer, comme dans toute intermédiation, puisque sur le prix, sur l'échéancier des paiements et également sur la date de remise du bien, ils pourront peut-être trouver des solutions équilibrées qui permettront à chaque partie de pouvoir réaliser le contrat dans les meilleures conditions et de ce fait, de pouvoir signer une transaction de vente satisfaisante pour toutes les parties. À bientôt.